Être homme, c'est précisément être responsable, c'est connaître la honte en face d'une misère qui ne semblait pas dépendre de soi. C'est être fier d'une victoire que les camarades ont gagnée, disait Saint-Exupéry. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de votre magazine d'information Le Monde en 60 minutes. Nous sommes le samedi 13 avril de l'an de grâce 2013. Et cette édition de votre magazine d'information Le Monde en 60 minutes mènera tout droit déjà en Irak. Il y a 10 ans précisément, le 9 avril 2003, la statue de Saddam Hussein est déboulonnée par la population avec l'aide des soldats américains et traînée par la foule qui se défoule sur l'effigie du dictateur. 10 ans ont passé, l'Irak ne fait plus la une de tous les journaux du monde entier et fait peine à voir. Une affaire de grippe aviaire peut en cacher une autre alors que la Chine est aux prises avec une nouvelle souche de la maladie. Le Cambodge essaie de comprendre pourquoi le virus H5N1 apparu dans la région en 2003 a refait surface, plus mortel que jamais. Un défi pour ce pays où la grande majorité des 20 millions d'habitants vivent librement dans les villages. Et puis on parlera également de la Grande-Bretagne où on assiste à un curieux requiem des Britanniques après la mort de l'ex-premier ministre de 1979 à 1990, Margaret Thatcher. Le morceau Ding Dong de Wish is Dead, extrait du Magicien d'Oz, est le tube qu'une partie de la population britannique, il faut le dire, est en train de chanter aujourd'hui. Cette chanson voit déjà ses ventes s'envoler suite au décès de l'ex-première dame, pour ne pas dire l'ex-dame de fer. Madame, monsieur, tous ces sujets et bien d'autres, ce sera bien sûr dans la première partie de votre magazine d'information, Le Monde en 60 minutes. On n'oublie pas la seconde partie qui est réservée carrément à la presse écrite avec nos confrères de la presse écrite avec des sujets variés qu'ils ont traités au cours de cette semaine qui s'achève. Bienvenue à toutes et à tous. Dans un instant, la première partie, elle est réservée au reportage. La conférence internationale sur le Darfour a réuni lundi 3,6 milliards de dollars pour un plan de développement de cette région soudanaise dévastée par la guerre civile, dont plus de 2,5 milliards à la charge du gouvernement de Khartoum selon les organisateurs. Le Qatar, richissime pays du Golfe et parrain du processus de paix au Darfour, a apporté la plus importante contribution avec 500 millions de dollars et confirmé qu'il participerait à hauteur de 200 millions de dollars à une banque de développement du Darfour, dont la création est prévue depuis 2010 avec un capital de 2 milliards de dollars. La contribution de Khartoum est prévue par un accord de paix sur le Darfour signé en juillet 2011 à Doha, au Qatar. Le directeur adjoint du programme des Nations Unies pour le développement du Soudan, Amin Sharkawi, a affirmé que les habitants du Darfour vont ressentir un changement dans moins de 6 mois. La conférence a réuni pendant 2 jours près de 400 participants, responsables gouvernementaux, experts de l'ONU et représentants d'ONG. Elle tablait sur des contributions de 7,2 milliards de dollars sur 6 ans pour développer le Darfour, où les infrastructures sont presque inexistantes et où 1,4 million de personnes sur 6 millions d'habitants vivent dans des camps de déplacés en raison de l'insécurité. Sur le terrain, même si les violences ont nettement baissé, les escarmouches se poursuivent entre rebelles et soldats, de même que des accrochages entre des tribus rivales, des enlèvements et des vols. Lundi, une faction de l'armée de libération du Soudan a indiqué s'être approchée jusqu'à 8 km de Niala, capitale de l'état du Darfour Sud, et avoir pris 2 localités situées à une centaine de kilomètres de cette ville. La conférence a été précédée par des manifestations de déplacés dans des camps du Darfour qui protestaient contre l'insécurité et 2 des principaux groupes rebelles ont dénoncé cette rencontre. Tandis que le président Obama renforce la législation sur les armes à feu aux États-Unis, il ouvre paradoxalement la fourniture d'armes par les États-Unis au gouvernement somalien, combattant des extrémistes islamiques après l'assouplissement d'un embargo par l'Organisation des Nations Unies. Obama a de ce fait signé un mémorandum autorisant son secrétaire d'État à réfléchir à la livraison d'armement à la Somalie, estimant que cela pouvait servir les intérêts des États-Unis et aller dans le sens d'un renforcement de la stabilité en Afrique de l'Est. La décision de fournir des armes à Mogadiscio n'a pas été formellement prise
a souligné le porte-parole du Conseil de sécurité nationale. Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a décidé début mars d'assouplir pendant une période probatoire d'1 an l'embargo sur les armes à destination du gouvernement somalien. Les nouvelles autorités somaliennes réclamaient la levée de l'embargo imposé au pays depuis 1992 afin de mieux lutter contre le mouvement islamiste Shebab et d'exercer une plus grande souveraineté sur leur territoire. Après la chute du président Siad Barre en 1991, la Somalie a été livrée durant plus de 20 ans aux milices claniques, aux groupes islamites et gangs criminels. L'élection en septembre du président Hassan Sheikh Mohamud a suscité l'espoir de doter enfin le pays de véritables institutions pérennes. La situation restait tendue en Égypte après une nuit de violence devant la cathédrale copte du Caire qui ont fait 2 morts et 89 blessés après des funérailles alourdissant un climat politique et social déjà difficile. Le président islamiste Mohamed Morsi a condamné les violences, affirmant à Tawadros II, le patriarche des Coptes orthodoxes d'Égypte, qu'il considérait toute attaque contre l'Église comme une attaque personnelle. Il a également ordonné l'ouverture immédiate d'une enquête. Le calme était revenu dans la matinée dans le quartier d'Abbassia, mais la police était toujours massivement déployée autour de la cathédrale Saint-Marc, dans laquelle des Coptes étaient encore assemblés. Dimanche, des milliers de Coptes avaient participé aux obsèques de 4 chrétiens tués dans des violences confessionnelles vendredi dernier, au nord du Caire. Les funérailles ont pris une tournure politique lorsque les participants ont scandé des slogans contre le pouvoir islamite et ces scènes ont été retransmises en direct à la télévision. Plusieurs participants ont déclaré avoir été attaqués peu après la sortie du cortège funèbre de l'église. Des scènes de chaos ont suivi et de nombreux chrétiens se sont réfugiés à l'intérieur de la cathédrale tandis que la police tirait du gaz lacrymogène sur l'édifice. Aux côtés des policiers, des groupes de civils, apparemment des habitants du quartier, échangeaient des projectiles avec les Coptes par-delà les murs de la cathédrale. Les violences restent régulières et permanentes en Égypte. 2 personnes ont été tuées, un Copte de 30 ans et un homme qui n'a pas été identifié et 89 autres blessés selon le ministère de la Santé. Ces événements surviennent dans un contexte déjà tendu en Égypte en raison de la profonde division entre les partisans de Morsi issus des frères musulmans et ceux de l'opposition qui ont dégénéré en plusieurs reprises en violents affrontements. Dix ans plus tard, l'Irak commémore l'anniversaire de la chute de Bagdad dans une atmosphère morne où les violences et l'instabilité politique dominent le quotidien. Le gouvernement irakien n'avait prévu aucune cérémonie mardi. Il faut dire que la joie éprouvée par bon nombre d'Irakiens en 2003 a été de courte durée. 112 000 civils ont péri entre mars 2003 et mars 2013. Dans les violences qui persistent, 10 ans après, a endeuillé le pays. De plus, cet anniversaire tombe en pleine campagne électorale. Dans 12 provinces du pays, des électeurs sont appelés à renouveler leurs assemblées provinciales le 20 avril. 12 candidats ont été tués depuis le début de l'année. Samedi dernier, un attentat a fait 25 morts et 60 blessés lors d'un meeting électoral à Bakouba, au nord de Bagdad. Avec 271 personnes tuées et 906 blessés dans ces attentats, le mois de mars a été le plus meurtrier depuis août 2012. À ces violences s'ajoute une lutte politique houleuse entre le Premier ministre Nouri al-Maliki et la minorité sunnite. Plusieurs dizaines de milliers de personnes défilent chaque vendredi dans les régions à majorité sunnite pour dénoncer leur marginalisation et réclamer la démission du chef du gouvernement, évoquant des impératifs de sécurité,
Maliki a décidé de reporter samedi les élections provinciales à Ninive, à Al-Khartoum, deux provinces où vivent d'importantes communautés sunnites. La dame de fer Margaret Thatcher est décédée d'une attaque lundi 8 avril à Londres, une annonce faite par son porte-parole Lord Timbell. Une cérémonie mais pas de funérailles nationales auront lieu le 17 avril à la cathédrale Saint-Paul à Londres et seraient suivies d'une crémation en privé. Cette figure du Parti conservateur du Royaume-Uni, décédée à 87 ans, laisse derrière elle un parcours impressionnant. Son mandat de Premier ministre de 11 ans et demi a été marqué par la guerre de Malouine, la question irlandaise et sa fermeté face aux mineurs en grève dans son pays. Atteinte de la maladie d'Alzheimer et très affaiblie, l'ancienne femme d'État se faisait très rare depuis plus de 10 ans. Elle a été victime de plusieurs attaques cérébrales et avait été hospitalisée en décembre dernier pour subir l'albation d'une tumeur à la vessie. Première et unique femme à la tête du gouvernement du Royaume-Uni, figure de l'histoire britannique et chantre du libéralisme économique sans concession, Margaret Thatcher avait voulu imposer le prestige de son pays au niveau mondial, mais se serait à une réputation de dame de fer et aurait nourri les colères populaires dans son pays. Née Margaret Hilda Robert le 13 octobre 1925 à Grantham dans le centre de l'Angleterre, elle reçoit une éducation stricte de son père, ce qui n'est pas sans lien avec la femme qu'elle est devenue. À force de travail, elle décroche une bourse au collège Somerville d'Oxford, où elle obtiendra une licence en chimie et une autre en lettres. Mariée en 1951 à l'homme d'affaires divorcé Dennis Thatcher, elle devient avocate, rejoint le Parti conservateur, puis entre à la Chambre commune comme députée de Finchley. De 1970 à 1974, elle est ministre de l'Éducation sous le mandat d'Edward Heath. Sa pugnacité et son travail lui permettent de prendre la tête du Parti conservateur en 1975 et 4 années plus tard, elle bat les travaillistes et devient la première femme à obtenir le titre de Prime Minister. Elle détient de surcroît le record de longévité à ce poste. Durant ces années à la tête du gouvernement, elle relancera l'économie de son pays à coup de privatisation, de baisse des impôts et des dépenses publiques. Margaret Thatcher se retire de la vie politique définitivement en 2002 pour des raisons de santé. Atteinte de la maladie d'Alzheimer, Margaret Thatcher fera finalement son dernier grand coup d'éclat à travers le cinéma et la performance de Meryl Streep, l'actrice américaine choisie pour l'incarner dans le biopic La Dame de Fer, obtiendra l'Oscar de la meilleure actrice en 2012. Sauveuse de la Grande-Bretagne pour ses partisans, tirant 5 heures pour ses détracteurs, une chose est sûre, Margaret Thatcher aura indéniablement marqué l'histoire contemporaine. Le Japon a déployé des missiles Patriot dans le centre de Tokyo pour faire face à tout tir de la Corée du Nord qui menacerait l'archipel. De lanceurs de missiles Patriot ont été installés au ministère de la Défense au cœur de la capitale nippone avant l'aube. Les forces d'autodéfense ont été autorisées à détruire tout missile nord-coréen qui menacerait le territoire nippon. Outre les batteries de Patriot, Tokyo a déployé des destroyers équipés du système d'interception AEJ en mer du Japon. La péninsule coréenne connaît un regain de tension depuis le lancement réussi d'une fusée nord-coréenne en décembre dernier, considérée par les Occidentaux et le Japon comme un test de missile balistique. La situation s'est encore aggravée après un 3e essai nucléaire en février. La Corée du Nord a transporté en train en début de semaine dernière de missiles Musudan et les a installés sur des véhicules équipés d'un dispositif de tir. La nouvelle grippe aviaire A poursuit doucement mais sûrement son expansion en Chine. Désormais, on compte 21 cas de maladie, dont 6 mortels. Les autorités sanitaires tentent de contrôler au mieux la situation. Il y a une semaine, la Chine signalait la présence de 2 cas mortels d'une forme de grippe aviaire jamais rencontrée auparavant chez l'être humain,
causée par le virus A, d'où H7N1. Depuis, les cas confirmés de la maladie continuent de croître de jour en jour. Le samedi 6 avril, l'Organisation mondiale de la santé comptabilisait 18 malades. Le lendemain, un communiqué faisait état de 3 patients de plus. Au 7 avril donc, les chiffres évoquent 6 décès sur les 21 cas. Parmi ces personnes recensées, 12 ont été touchées par des symptômes sévères quand seulement 3 n'ont présenté qu'une forme modérée de la maladie. Tous les patients concernés n'ont manifestement pas été au contact les uns des autres et les proches de tous les malades sont suivis de près. Il semblerait, à la lumière des éléments dont on dispose actuellement, qu'il n'y ait pas de transmission du virus d'homme à homme. L'Organisation mondiale de la santé et la Chine travaillent main dans la main afin de contrôler au mieux l'épidémie naissante. C'était là la première partie de votre magazine d'information Le Monde en 60 minutes qui est carrément réservé au reportage. Vous le savez très bien, Margaret Thatcher n'est plus, elle est morte. Celle qui est devenue la première femme Premier ministre du côté de la Grande-Bretagne de 1979 à 1990 est finalement morte cette année 2013. Et également, quand on parle de mort, on parlera également de Hugo Chavez. Ce dimanche, en tout cas, on parlera des élections présidentielles et Nicolas Maduro qui l'a remplacé, qui est le président par intérim, par favori pour les présidentielles dans ce pays. La seconde partie de votre magazine d'information, elle est réservée à la presse écrite. Ensemble, nous allons feuilleter quelques colonnes des journaux pour savoir ce que la presse écrite a traité comme sujet au cours de cette semaine qui s'achève. Tout de suite, maintenant, la deuxième partie. Lundi déjà en France, l'affaire Cahuzac continuait de faire des vagues et c'est ce que rapporte la Libération lundi qui titrait « Le cauchemar continue ». Selon ce quotidien, après le scandale impliquant l'ex-ministre Laurent Fabius, a démenti à Libération de tenir un compte en Suisse. Vent de panique en tout cas à l'Elysée, notait le journal lundi dernier. En tout cas pour le Figaro, la rupture s'amplifiait entre les Français et leurs élus. Selon le sondage Opinion Lieu pour le Figaro et LCI réalisé par l'affaire Cahuzac, 77% des Français estiment que leurs élus sont plutôt corrompus. Face à la crise, 33% se prononcent pour une dissolution, 28% pour un remaniement. Le quotidien de la capitale française, Le Parisien, nous disait que l'Élysée veut trouver la mesure forte pour sortir de l'affaire Cahuzac. La présidence française a phosphoré tout le week-end dernier en espérant que de nouvelles révélations ne viennent pas noircir le tableau, a écrit le journal qui titrait lundi ce que prépare Hollande. Pour une 6e République en marche, le Front de gauche proposait de faire du 5 mai prochain un jour de mobilisation de grande ampleur, rapportait le journal fondé par Jean Jaurès, L'Humanité. Lundi, objectif, mettre fin au règne de l'oligarchie financière symbolisée par l'affaire Cahuzac et refonder une démocratie sociale. En page 12, L'Humanité revenait sur l'affaire Kemwon et nous disait que 200 à 300 millions d'euros se sont volatilisés depuis la mise en redressement judiciaire de cette entreprise. Les différents acteurs politiques et économiques s'affairent pour sauver l'usine de Saint-Fond. Une période d'observation et de construction de 6 mois sera nécessaire, mais il y a un coût, 105 millions d'euros. Il fallait trouver en tout cas cette somme avant le 9 avril dernier. Le Monde nous donnait lundi les secrets du Réil et compagnie, la banque suisse de Cahuzac. Le quotidien relevait que c'est la perquisition de cette société fondée par les Français à Genève qui a conduit aux aveux de l'ex-ministre français du budget. Selon nos confrères, outre Jérôme Cahuzac, d'autres personnalités, des responsables politiques de droite comme de gauche, ainsi que de grands industriels avaient profité des services de cet établissement financier suisse établi à Genève, révélait Le Monde dans son édition du dimanche 7 avril. Le quotidien racontait également ainsi que la perquisition des locaux de la banque menée par la justice suisse le 21 mars dernier révèle que cette banque est prisée depuis plusieurs dizaines d'années des VIP français pour faire dormir leur argent au chaud. Face à de telles informations, le juge français Renaud Van Rumbeck, chargé du dossier Cahuzac, pourrait de fait faire des demandes complémentaires aux autorités suisses pour démasquer d'autres fraudeurs français, a écrit le quotidien Le Monde lundi. L'affaire Cahuzac se trouvait également page 6 du quotidien de Bordeaux, rive gauche sud-ouest, qui nous confirmait que Villeneuve-sur-Lot est tombé de haut devant les révélations sur la place, la face cachée de l'ex-fierté locale, amis politiques et sympathisants sont sonnés. Ils disent pourquoi
Et en tout cas, ils nous ont dit pourquoi dans les colonnes du quotidien de Bordeaux Rive-Gauche. L'affaire Alexandre faisait également la une de Sud-Ouest. L'horreur a été révélée dimanche, comme nous l'apprenait le quotidien lundi. L'homme qui avoue avoir tué Alexandre à Pau en juin 2011 a été écroué dimanche après 22 mois d'enquête. Il reste encore des zones d'ombre, écrivait le journal. Des parents d'Alexandre ont exprimé toute leur colère dans les colonnes du quotidien de Bordeaux Rive-Gauche Sud-Ouest lundi. La Marseillaise s'interrogeait lundi. Les boues rouges passeront-elles au vert? Selon le journal, l'entreprise de production d'alumine fait face à des impératifs, le maintien de son activité industrielle et l'arrêt des rejets en mer de boues rouges fin 2015. La Marseillaise nous amenait également au cœur de l'usine. La Marseillaise s'était également intéressée au municipal avec le PS qui prépare sa bataille à Marseille. Le parti indiquait, le journal décidera si Marseille procédera à une primaire. En attendant sur le terrain, la campagne a bel et bien commencé. La dépêche du midi nous faisait savoir qu'après l'affaire Cahuzac, les contribuables ne cachent plus leur irritation, d'où la une du journal de Toulouse, impôts, colère au guichet du fisc. La dépêche du midi demandait également aux Toulousains de faire attention aux PV électronique après la police nationale et la gendarmerie. Les services municipaux de Toulouse passent à la dématérialisation des amendes de stationnement, nous apprenait le journal lundi. Un système plus discret, plus rapide, plus efficace. 75% des PV sont ainsi recouvrés, notait la dépêche de midi. Interrogation à la grande une de la Croix. L'Europe parle-t-elle allemand? Le journal en voulait pour preuve la politique de rigueur prônée par Angela Merkel en Europe qui provoque de vives réticences. Mais Berlin a déjà accepté de nombreux compromis, indiquait le quotidien catholique lundi. Le quotidien français de l'économie, Les Échos, parlait du retour de la peur de la grippe aviaire. Exactement 10 ans après la crise du SRAS, une pneumonie atypique qui avait fait 800 morts et après plusieurs vagues de grippe aviaire depuis 1997, la Chine tentait d'éviter une nouvelle épidémie, risquant de virer à la pandémie. 6 personnes sont déjà décédées sur les 21 contaminées, avec une forte concentration sur Shanghai par le virus de la grippe aviaire H7N9 qui n'avait jusqu'à présent jamais infecté l'être humain. Selon les Échos, un premier cas suspect a été observé à Hong Kong et 2 autres déclarés à Taïwan. De l'autre côté du Pacifique, les sociétés sanitaires américaines ont très tôt indiqué suivre la situation et disaient en tout cas commencer à travailler sur le développement d'un vaccin. Le président chinois Xi Jinping et son premier ministre ont rapidement ordonné la transparence sur ce début de crise. Pékin ayant été accusé d'avoir dissimulé le SRAS pendant plusieurs semaines en 2003. De la 2e à la 4e page du quotidien Les Échos, nous apprenait que Hollande veut frapper vite et fort pour moraliser la vie politique. Le chef de l'État français qui tente de tourner la page Cahuzac réfléchit à des mesures pour sanctionner les abus. 100 millions pour les énergies renouvelables, lisait-on à la grande une du quotidien de la Réunion et de l'océan Indien. ACO Énergie, spécialiste français des énergies renouvelables, dirigé par Éric Scotto, prévoit d'investir à la Réunion 100 millions d'euros dans 3 projets, dont 2 fermes solaires. France Antilles, Guadeloupe titrait lundi fonds publics, les abus de la SEM. Selon le quotidien, le rapport définitif des inspecteurs chargés de vérifier le fonctionnement de la SEM-Samar fait apparaître des irrégularités dans l'administration d'une société qui gère des fonds publics. Par exemple, la fête de départ de l'ancien directeur a coûté à elle seule 450 000 euros. En Belgique, le soir, nous disait qu'il y a 4 plus de offshore en Flandre qu'en Wallonie. Le journal indiquait que les sociétés offshore belges sont majoritairement flamandes et préfèrent les îles Vierges, mais on les trouve aussi aux îles Cook et à Labuan. On parle là de la Malaisie. Le quotidien faisait un appel. Toutes les sociétés offshore ne sont pas nécessairement illégale en l'état du droit. Après exclusion des doublons, l'analyse informatique de la totalité des 2,5 millions de documents internes au offshore révélés jeudi par l'ICIG fait ressortir l'existence d'environ 90 dossiers qui peuvent intéresser la Belgique. Pour la libre Belgique, justement, les paradis fiscaux, c'est la menace de Cambèze. Le secrétaire d'État veut retirer les licences de banque facilitant la fraude. Celle-ci, note le quotidien, représenterait un manque à gagner de 9 milliards d'euros par an pour l'État belge, écrivait le quotidien lundi dernier. En page 40 et 41, on devait trouver en tout cas les 10 000 photos de Charlie Chaplin. À Genève, une locataire se voyait déjà dimanche rendre 230 000
000 francs, rapportait déjà la Tribune de Genève qui nous disait qu'une bailleuse est contrainte de rembourser plus de 7 ans de loyer à sa locataire pour non-respect de la loi genevoise sur la rénovation. Profitant d'un changement de locataire, la propriétaire d'un appartement de 4 pièces a procédé en 2005 à la rénovation de son bien et fixé elle-même un nouveau loyer passant de 1 019 francs à 3 800 francs par mois. Problème, la loi genevoise sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation n'a pas été respectée. En vertu de celle-ci, un propriétaire est tenu de demander une autorisation de l'État. Celui-ci doit approuver les travaux puis fixer un nouveau loyer pour une période de 3 ans. Au Luxembourg, le quotidien, c'est comme ça qu'on l'appelle, nous disait que Frieden lâche encore du lest. Le ministre luxembourgeois des Finances a esquissé dimanche un pas vers un nouvel assouplissement du secret bancaire provoquant l'exaltation peut-être précipitée de Paris et de Berlin, écrivait le quotidien lundi qui indiquait par ailleurs que Luc Frieden semble céder sous la pression croissante de ses homologues européens qui militent pour un échange automatique d'informations fiscales, et ce alors que le Luxembourg a subi une campagne de dénigrement en marge de la crise chypriote. Mais selon nos confrères, le ministre ne fait que confirmer ce qu'il a annoncé depuis plusieurs années déjà et ne promet rien de révolutionnaire. C'était à lire en tout cas dans les colonnes du quotidien luxembourgeois. Le quotidien, c'est comme ça qu'on l'appelle. L'information qui faisait la une de tous les journaux quotidiens du monde entier mardi, c'est la mort de la dame de fer Margaret Thatcher. On commence bien sûr par les journaux français, précisément avec Libération qui parlait de la grande faucheuse. Le quotidien français indiquait qu'elle était le symbole de l'ultralibéralisme des années 80. Elle est morte lundi à l'âge de 87 ans. Pour Libération, dans ses pages 40 à 42 en politique, la moralisation est en marche du côté de la France. Le Figaro pense que c'est la moralisation dans la précipitation, secouée par le scandale Cahuzac et la défiance qui s'installe dans l'opinion. Le journal indiquait que le chef de l'État français et son Premier ministre ripostent dans l'urgence avec un projet de loi sur la moralisation de la vie politique. Alors que les ministres doivent publier leur déclaration de patrimoine d'ici au 15 avril, l'UMP propose plusieurs solutions pour améliorer la transparence. La grande une du quotidien Le Figaro était consacrée à Margaret Thatcher qui, pour Le Figaro, incarnait le courage au pouvoir. Hommage après la mort de l'ex-premier ministre britannique qui a transformé en profondeur son pays. Pour le quotidien français de l'économie, Les Échos, Margaret Thatcher était l'indomptable. La dame de fer décédée lundi à 87 ans est restée 10 ans au pouvoir sans concession. Elle a profondément changé son pays et son influence reste forte dans la vie politique du Royaume-Uni, a écrit Les Échos mardi, autant pour moi. En page 19, l'éditorial de David Barou, page 9, eh bien, Les Échos nous faisaient savoir pourquoi Airbus fait le pari du Made in America. Le journal relevait que l'avionneur européen a posé lundi la première pierre de son site d'assemblage en Alabama. Margaret Thatcher était également à la une du quotidien de la capitale française qui nous disait ce mardi-là qu'on aimait la détester. Le journal écrivait la dame de fer a été emportée lundi par une attaque. Incontournable femme du XXe siècle, l'ex-premier ministre britannique restera une personnalité controversée. Le Parisien nous disait également mardi que dans les écoles et les centres de loisirs, les parents en retard sont mis à l'amende 2,5, 5 ou 10 euros d'amende. Plusieurs communes ont décidé de sanctionner les parents qui tardent à venir chercher leurs enfants, un choix qui fait aujourd'hui débat du côté de la France. En page 4, le Parisien n'oubliait pas l'argent des politiques avec l'opération transparence sur le patrimoine des élus. En tout cas, pour le quotidien Le Monde, parlant d'argent, du fisc et de la politique, la France et l'Union européenne veulent moraliser les pratiques. Dans une interview que vous deviez retrouver en page 4, David Cameron plaidait en tout cas pour une réforme de l'Union européenne et promet d'agir contre les paradis fiscaux. En page 16, Michel Barnier et Wolfgang Schäuble saluent l'opération Offshore Leaks. Le Monde nous apprenait que le Luxembourg est prêt à lever une partie de son secret bancaire. Et puis en page 9, le journal notait que l'Élysée a vécu un week-end de crise et tentait d'élaborer dans l'urgence une loi de moralisation. Paradis fiscaux, comment lutter, lit-on à la grande une du journal catholique La Croix qui nous faisait savoir que la mondialisation des flux financiers a favorisé l'évasion fiscale. Mais les États occidentaux accroissent la pression sur les territoires faisant preuve d'opacité.
La Voix du Nord, qui est un quotidien de Lille, notait que pour la plupart des Français, l'heure est au serrage de ceinture sur les budgets. Du coup, relevait le quotidien, en réchine à acheter des chaussures et des vêtements neufs. Les dépôts-ventes fleurissent et les cordonniers observent un surcroît d'activité. D'où la grande une du journal, crise des économies sous toutes les coutures. Le quotidien de Bordeaux, rive gauche-sud-ouest, parlant de normes, nous disait que Matignon veut aussi faire le tri. Un rapport des élus Boulard PS et Lambert UMP évalue à 2 milliards le coût des nouvelles normes de cours des 4 dernières années et à 400 000 le nombre de celles qui pèseraient sur la démocratie française. En page 4 et 5 Sud-Ouest, nous avait fait en tout cas un petit retour sur les grandes étapes de la Dame de Fer dont l'héritage marque encore l'Angleterre contemporaine. Pour le Télégramme, le libéralisme perd son icône. Premier ministre du Royaume-Uni de 1979 à 1990, Margaret Thatcher est décédée lundi à l'âge de 87 ans. Selon ce journal, la Dame de Fer a profondément transformé son pays à coups de mesures ultralibérales, lesquelles ont favorisé le retour de la croissance, mais aussi creusé les inégalités. Parlant de patrimoine des élus, le Télégramme nous apprenait que les députés bretons sont prêts à jouer le jeu. À ce propos, la Dépêche du Midi nous apprenait comment l'Élysée gère la crise. Le journal de Toulouse indiquait qu'une loi sur la moralisation et de la vie politique est en préparation. En sa page 22, la Dépêche du Midi nous donnait en tout cas la carte du Lot pour les rythmes scolaires dont 67 communes lotoises et 5152 élèves adopteront dès la rentrée 2013. La semaine de 4 jours et demi, le journal notait qu'elle s'y prépare déjà, mais pour plus de 60% de la population scolaire, la réforme des rythmes ne s'appliquera que l'an prochain. Le journal grenoblois Le Dauphiné Libéré. Le journal grenoblois Le Dauphiné Libéré, dans son sondage sur l'affaire Cahuzac, parlait de la confiance perdue. Selon le quotidien, l'affaire Cahuzac continue de faire des ravages et la France est paralysée par les scandales politiques. Selon le sondage du Dauphiné Libéré, 63% des Français estiment la classe politique corrompue. Une perte de confiance qui complique encore plus des réformes déjà difficiles à mettre en place. Le quotidien de Grenoble s'interrogeait donc: quelle est la conséquence politique pour la France? Comment François Hollande peut-il remonter la pente? Ces réformes sont-elles en péril? Eh bien, vous pouviez en tout cas avoir l'élément des réponses en page 9 du journal. Le journal fondé par Jean Jaurès, L'Humanité, rapportait les propos du Front de gauche qui dit non à l'accord tout bénef pour le MEDEF, non, non, rassemblement dans toute la France, contre le projet de loi sur la flexibilité du travail. Le quotidien de la Réunion et de l'océan Indien nous disait que la grève de la Star de la justice s'en mêle. Selon le journal, à la demande de la direction de la Star invoquant les risques sanitaires, le tribunal assignait déjà dit les grévistes à comparaître en urgence. Pendant ce temps, la grève continuait. En Belgique, le soir, nous disait que dans la police, c'est le combat des chefs. Selon le quotidien, Milquet veut renforcer des services spécialisés de police, pas la commissaire générale. Margaret Thatcher était également à la une du quotidien le soir. Elle avait changé la Grande-Bretagne, la grande interrogation du quotidien. Quelle trace laisse-t-elle en Europe? La Libre Belgique parlait de l'héritage des années Thatcher avec son approche très libérale. Margaret Thatcher a radicalement changé le visage de l'économie britannique. Le chef économiste de la Banque de Groupe, Étienne de Galataille, livrait déjà son opinion sur l'héritage de la Dame de Fer. Et puis France-Guyane revenait sur l'approvisionnement des sites clandestins et nous apprenait que 2 réseaux ont été démantelés. 15 jours après Kourou, c'est à Saint-Laurent que les gendarmes sont intervenus pour mettre un terme à 2 trafics qui visaient à alimenter des sites d'orpaillage illégaux. 7 personnes, dont 2 femmes, ont été arrêtées, rapportait le quotidien France-Guyane. Mercredi, transparence, les élus pas très clairs, lisait-on à la grande une du quotidien français Libération qui nous apprenait qu'à droite et à gauche, de nombreux politiques mettent en garde contre la publication des patrimoines demandés par le président français François Hollande. Pour le Figaro, mercredi, le choc de moralisation tournait déjà au pugilat. Le journal indiquait que l'initiative de François Hollande est vivement contestée par la droite qui dénonce une manœuvre de diversion. À gauche, certains redoutent un système accusatoire. Le Figaro soulignait que c'est le patron des députés UMP, Christian Jacob, qui a donné
donné le signal de l'offensive mardi à l'Assemblée nationale en déclarant « Contrairement à M. Hérault, je ne suis pas un ancien repris de justice, je n'ai pas été condamné à 6 mois de prison ou comme M. Harlem Désir à 18 mois. » Le quotidien notait que plusieurs députés ont relayé ces déclarations et ont questionné le Premier ministre sur sa gestion de l'affaire Cahuzac. D'autres, comme l'écrit le journal, ont mis en cause Jean-Jacques Augier, trésorier de campagne de François Hollande, accusé de détenir un compte aux îles Caïmans. La majorité a réagi vivement alors que les députés socialistes se disent blessés et affrontent déjà la colère de leurs électeurs. En page 8, le Figaro nous apprenait également que la Corée du Sud s'inquiète des menaces de Kim Jong-un. La tension monte toujours dans la péninsule coréenne où Kim Jong-un menace la Corée du Sud et les États-Unis d'un conflit nucléaire. À ce propos, le quotidien Le Métro s'interrogeait la menace fantôme. À cette question, le journal nous disait que la Corée du Nord et son leader Kim Jong-un ont agité mardi le spectre d'une guerre thermonucléaire, une nouvelle provocation qui n'affole pas vraiment les ressortissants étrangers présents sur place. Nous restons dans la moralisation avec le quotidien L'Ardennais qui nous disait que les cumulards devront choisir dans les Ardennes les sénateurs Benoît Huré et Marc Lamuni ainsi que Jean-Luc Warsmann seront touchés par la future loi sur le non-cumul des mandats. Ils devront choisir entre le local et le national, a écrit le journal mercredi qui soulignait que le président du Conseil général se dit partagé sur le sujet. En tout cas, pour le quotidien Le Monde, le gouvernement français est tenté par une remise en cause de l'austérité. Le sérieux budgétaire, s'il tue la croissance, n'est plus sérieux, dit au Monde, en tout cas a dit au Monde Arnaud Montebourg. Mercredi dernier, Le Monde relevait que la France poursuit ses efforts de moralisation et va porter au G8 l'offensive contre les paradis fiscaux. Pour l'humanité, le journal fondé par Jean Jaurès, mercredi, le projet de loi de flexibilisation de l'emploi est un vote contre les salariés. Le journal fondé par Jean Jaurès, qui restait égal à lui-même, relevait qu'une majorité relative de députés a voté. Mardi, le texte transposé à de l'ANI, 120 000 personnes ont manifesté dans le pays. Le Front de gauche appelle à poursuivre le combat au Sénat. Pour la Marseillaise, c'est un vote qui va faire tache d'huile. Le quotidien marseillais nous disait que dans cet acte, les députés socialistes ont fait passer mardi à l'Assemblée en première lecture un projet de loi qui satisfait surtout le MEDEF. Le Front de gauche a voté contre et la droite s'est abstenue, relevait le journal qui notait le succès du rassemblement à Marseille contre l'ANI à l'appel de la CGT, FO, FSU et Solidaire. Plusieurs milliers de personnes ont d'ailleurs défilé. Parlant de l'emploi, l'Est républicain nous disait qu'il y a de l'espoir. Selon le journal L'Enquête de Pôle emploi sur les besoins de main-d'œuvre en 2013, l'affirme plus de 1,6 million de recrutements seront prévus, 0,3% de plus qu'en 2012. Le secteur des services aux particuliers reste le premier pourvoyeur de postes. Le Dauphiné libéré confirmé mercredi. Malgré la crise, certains secteurs peinent à recruter. Le journal notait que c'est paradoxal, le taux de chômage ne cesse de grimper et pourtant plusieurs secteurs tirent la sonnette d'alarme. Ils sont en manque de main-d'œuvre. C'est le cas par exemple des métiers des services à la personne et aux entreprises de la restauration, de l'hôtellerie ou encore de l'agriculture. D'où la une du journal, des emplois à la clé. À ce propos, le quotidien français de l'économie, Les Échos, donnait d'ailleurs les secteurs qui vont recruter en 2013. On nous apprenait que Pôle emploi a publié mardi sa photographie annuelle détaillée des perspectives d'embauche déclarées par les entreprises et administrations hors État. Elle fait état d'une très légère progression, plus 0,3% du volume des embauches envisagées à 1 613 100 après une hausse de 4,3% en 2012. Cette année, Les Échos relèvent que 18% des employeurs prévoient de réaliser au moins une embauche. Le secteur des services au sens large concentre 64% de projets de recrutement en hausse de 1,1%. Avec 42,5% des intentions d'embauche, les services aux particuliers restent le premier pôle de recrutement potentiel, soulignait déjà Pôle emploi mardi. À contrario, il note la légère baisse des institutions de recrutement dans les services aux entreprises. Après 2 ans de progression, la tendance inverse dans l'industrie, moins 2,5%. La construction chute, elle aussi, de près de 12% après une embellie de courte durée en 2012. En page 6 et l'éditorial d'Éric Le Boucher. Page 9, les États-Unis mettent en garde Berlin contre l'excès d'austérité. Les Échos nous affirmaient que le secrétaire au Trésor américain achève sa première tournée européenne durant laquelle il a fait pression sur l'Allemagne pour stimuler la croissance.
Le quotidien catholique La Croix parlait de rythme scolaire qui est le casse-tête des maires. Selon nos confrères, l'association des maires d'Île-de-France se penchait déjà mercredi sur le retour à la semaine de 4 jours et demi. Rares sont ceux qui la mettront en œuvre dès cette année, notait le journal catholique. Le journal Le Salon nous disait que les députés socialistes devoient leur patrimoine. Thomas Thévenoud, Edith Guignot, Cécile Uttermeyer, Christophe Sérigou et Philippe Baumel ont répondu à la demande du JSL, emboîtant le pas d'Arnaud Montebourg et des ministres. On voit d'ailleurs la grande photo à la une du journal. Les 5 candidats socialistes à la veille de leur succès, c'était le 14 juin 2012. Même son de cloche à la Réunion et surtout dans le grand dossier du quotidien de la Réunion de l'océan Indien. Patrimoine des élus, le déballage commence, disait-on à la grande une du journal qui indiquait qu'après l'affaire Cahuzac, la transparence des élus est dans toutes les têtes. 3 d'entre eux à la Réunion ont rendu public leur patrimoine. À qui le tour? C'était la grande interrogation de nos confrères. En Belgique, le soir, nous affirmait que les communes commencent à licencier en Wallonie. Les hôtels de ville suppriment des emplois. Un drame social diffus, mais bien réel. Toujours en Belgique, la Libre rapportait le coup de sang de François Schuiten contre l'État belge. Le journal nous disait que pour assurer la conservation de son œuvre, menacée aussi par la fragilité des technologies, il donne 80% de ses dessins à des institutions. Une interrogation à la une de la Libre. Faut-il se méfier de l'aspartame? Cet édulcorant au pouvoir sucré fait l'objet de nombreuses critiques que nous apprenait la Libre mercredi. À juste titre, l'autorité européenne de sécurité des aliments va se positionner dans les tout prochains jours. En Suisse, les inventions tenaient déjà leur 41e salon à Genève. Nous apprenait la Tribune de Genève qui indiquait que le 41e salon des inventions de Genève a ouvert ses portes déjà mercredi. Depuis 40 ans, des dizaines d'innovations présentées lors de cet événement sont entrées dans le quotidien des familles. À Montréal, le quotidien Le Métro rapportait une attaque au couteau sur un campus texan qui a fait 14 blessés. 14 personnes ont été blessées à la suite d'une attaque au couteau survenue mardi sur le campus d'une université de la région de Houston au Texas. Selon nos confrères, le shérif du comté de Harris, Adrien Garcia, a déclaré que des policiers avaient été dépêchés sur le campus après que les forces de l'ordre eurent reçu un appel concernant un homme qui poignardait des gens. Il a indiqué que les autorités ne pouvaient pas, pour le moment, confirmer la nature de l'arme que le suspect avait utilisée. Le journal de Montréal continue à s'interroger et surtout à s'intéresser aux Hells Angels qui sont détenus à la prison de Bordeaux, qui se paient également régulièrement les soins dans les cliniques médicales privées, même s'ils ont besoin de l'aide des contribuables pour rémunérer leurs avocats dans les méga procès de l'opération Shark. D'où la une du journal de Montréal, des visites aux cliniques privées. En France, jeudi, Libération s'interrogeait les paradis fiscaux en enfer. À cette question, une autre surgit. François Hollande et l'euro pour promettre une batterie de mesures contre ces places offshore. Mais seront-elles plus efficaces que les engagements précédents? Dans ces pages 10 et 11, Libération parlait de moralisation à marche forcée pour les élus. Une semaine après les aveux de Jérôme Cahuzac, le chef de l'État français a annoncé mercredi la mise en place d'une haute autorité pour contrôler le patrimoine des ministres et des parlementaires. Le journal fondé par Jean Jaurès, L'Humanité, notait un peu de moralité, beaucoup d'austérité. Le quotidien indiquait lui aussi que Hollande annonce une série de dispositions contre la délinquance financière, mais ne prend pas la mesure du désaveu de sa politique, relevait L'Humanité, qui précisait par ailleurs qu'il refuse de changer de cap. Pour Le Figaro, le chef de l'État français a assuré mercredi qu'il serait intraitable dans sa lutte pour la transparence, mais les mesures qu'il a présentées sont loin de faire l'unanimité, expliquait le quotidien qui constatait que son autorité a été mise à mal par l'affaire Cahuzac. François Hollande, selon le journal, a fait mercredi à l'issue du Conseil des ministres une déclaration dont le ton et le contenu se voulaient fermes. Ainsi, nos confrères relevaient qu'il a martelé « Je serai implacable », ajoutant même « intraitable ». Il a confirmé plusieurs mesures concernant la transparence de la vie politique, mais il a également annoncé la création d'un parquet financier national, d'un office central contre la fraude et d'une haute autorité chargée de contrôler les déclarations du patrimoine et d'intérêts. Il veut aussi éradiquer les paradis fiscaux et entend imposer aux banques de déclarer
déclarer la liste de leurs filiales à l'étranger. Le quotidien français de l'économie, Les Échos, nous disait que Hollande muscle l'arsenal contre la fraude fiscale. Le premier point, les responsables politiques sous haute surveillance. On parle là de transparence. Les Échos indiquaient qu'une semaine après les aveux de Jérôme Cahuzac, le président français a lui-même annoncé mercredi un arsenal de mesures visant à renforcer les obligations de transparence des élus et les principaux responsables administratifs, dont l'interdiction pour les parlementaires d'exercer certaines professions. Et puis on va continuer toujours avec les Échos. En page 4, les Échos notaient que Cazeneuve dévoile les chiffres records du contrôle fiscal 2012. Le ministre délégué au budget Bernard Cazeneuve promet en tout cas un changement d'échelle dans la lutte contre la fraude fiscale. Les contrôles ont déjà rapporté 18 milliards d'euros et de droits et surtout des pénalités en 2012 en hausse de 10% par rapport à 2011. Ceux issus de l'exploitation du fichier HSBC ont généré 178 millions. Le journal lillois La Voix du Nord titrait déjà jeudi à sa grande une après l'affaire Cahuzac, totale transparence. Le quotidien indiquait que François Hollande a détaillé les 3 orientations de son plan de moralisation de la vie politique. Création d'une haute autorité chargée de contrôler les déclarations de patrimoine de l'exécutif et des élus, renforcement de la lutte contre la délinquance économique et financière, mobilisation contre les paradis fiscaux. Le journal de Toulouse, La Dépêche du Midi, dans sa livraison de jeudi, rapportait les confidences de Jérôme Cahuzac dans une interview exclusive. Il racontait à nos confrères « Je dois déménager tous les 2 jours ». Le journal de Bordeaux, Rive Gauche Sud-Ouest, nous affirmait que Hollande fait vœu de transparence, publication des patrimoines, limitation des conflits d'intérêts. Le quotidien bordelais notait que le président français a voulu frapper fort, mais à l'Assemblée, l'ambiance demeure électrique. Pour la Nouvelle République, le président Hollande est en paratonnerre. Le dessin de Hollande à la une du journal nous disait tout simplement que j'ai trouvé un truc pour taper sur les doigts des fraudeurs dans ma boîte à outils. Le républicain Lorrain s'interrogeait, la grande lessive. François Hollande de solennel a décrété mercredi une lutte implacable contre les dérives de l'argent après l'affaire Cahuzac en annonçant une série de mesures pour moraliser la vie politique. Mais des doutes se font déjà jour quant à l'efficacité de cette grande lessive, relevait le républicain Lorrain mercredi dernier. Jeudi dernier, autant pour moi. Le quotidien catholique La Croix parlait au nom des enfants maltraités. Ceci à l'occasion de l'assignation de l'État pour faute lourde dans l'affaire Marina. Les associations attirent l'attention sur les milliers d'enfants concernés. Le quotidien de la capitale française, Le Parisien, s'interrogeait jeudi. Travail, santé, sport, politique. Mais à quel âge est-on vieux? Le 15e salon des seniors s'est déjà ouvert jeudi à Paris. Le journal continuait de s'interroger. Mais à qui s'adresse cet événement? À partir de quel âge devient-on vieux? Le Parisien répondait, tout dépend de son mode de vie et de son état d'esprit. De la 26e à la 28e page, Le Parisien a dit merci à Paris. Le Paris Saint-Germain qui a été éliminé mercredi soir en Ligue des Champions. Mais les Parisiens ont fait une nouvelle fois jeu égal avec le Barça, 1 but partout, et quittent la compétition avec les honneurs, écrivait déjà le journal. À ce propos, le quotidien de la Réunion et de l'océan Indien revenait sur ce sujet et notait que Paris Saint-Germain a frôlé l'exploit. France-Antilles, Guadeloupe rapportait que les élus sont prêts à dévoiler leur patrimoine, ni pierres précieuses, ni œuvres d'art, tout juste quelques placements. Les élus guadeloupéens accepteraient de publier leur patrimoine si la loi l'exige. Secret bancaire, la Suisse devra se mettre en conformité, nous apprenait jeudi la Tribune de Genève, qui indiquait que la Suisse ne pourra pas résister à une mise en conformité aux standards internationaux en matière d'échange automatique d'informations, estimait déjà le professeur Luc Thévenos dans les colonnes du quotidien genevois. Au Luxembourg, le quotidien, c'est comme ça qu'on l'appelle, revenait sur le premier bilan préélectoral et nous apprenait que la déclaration du Premier ministre sur la situation économique, sociale et financière du pays aura servi à dresser un premier bilan de la législature qui prendra fin en 2014. D'importants défis attendent cependant le pays avant ces élections. En Belgique, le quotidien Le Soir, dans un document exclusif, nous disait que le grand patron français ne deviendra pas citoyen belge. Il explique au journal les raisons de son revirement. Ces propos faisaient d'ailleurs la une du quotidien Le Soir. La Belgique n'est pas un paradis fiscal. C'est les propos de Bernard Arnault.
La Libre a noté également que de jeunes Belges sont en guerre en Syrie. Et oui, vous l'avez vu, la grande une de la Libre nous apprenait que le Luxembourg enterre le secret bancaire. Coup de semonce pour les Belges. À partir de janvier 2015, le Grand-Duché transmettra au fisc des informations sur les comptes de non-résidents. À Montréal, le métro indiquait que les opposants à la réforme de l'aide sociale ne fléchissent pas. Selon le quotidien, à Québec, la bonification de la réforme de l'aide sociale annoncée mardi dernier par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Agnès Maltais, n'a pas suffi à calmer la grogne des opposants au projet. Nous allons terminer cette seconde partie de votre magazine d'information par la journée de vendredi en Libération, avec Libération qui parle déjà allemand et s'interrogeait Keine alternative, pas d'alternative alors que des ministres critiquent la politique européenne. Libération indiquait que Hollande maintient le cap de ce qu'il estime être la seule réponse possible à la crise. Une autre interrogation, cette fois à la grande une du quotidien français Le Monde, vers la fin du secret bancaire en Europe. Le journal fait référence au verrou du Luxembourg et de l'Autriche qui sont sur le point de sauter sous la pression américaine et des révélations offshore leaks. Le Monde relevait également que le gouvernement suisse a accepté mercredi la loi américaine FATCA qui permettra de livrer les noms des titulaires de comptes. Le quotidien n'oublie pas de mentionner que François Hollande a annoncé 3 mesures de moralisation qui ne font pas l'unanimité, y compris dans les rangs de la majorité. Parlant de moralisation, le Figaro, parlant de l'affaire, note que Hollande n'éteint pas l'incendie. Selon nos confrères, les projets de François Hollande sur la moralisation de la vie politique sont mal engagés. Les députés, y compris au Parti socialiste, dénoncent le voyeurisme auquel pourrait donner lieu la publication de leur patrimoine. Se faisant l'écho de ces inquiétudes, Bernard Cazeneuve, ministre du Budget, souhaite que la transparence soit garantie et que la protection de la vie privée le soit aussi. À l'Élysée, on reconnaît que le risque de grand déballage est réel. Par ailleurs, écrit le Figaro, l'enquête se resserre sur la façon dont l'exécutif a eu connaissance de la consistance du dossier Cahuzac. Que savait l'Élysée et quand l'a-t-il su? Et Bercy, Pierre Moscovici a farouchement démenti jeudi avoir eu connaissance dès décembre 2012 de l'existence du compte suisse de Cahuzac. Gilles Carrez et Philippe Marini, président UMP des commissions de finances de l'Assemblée et du Sénat, ont débarqué jeudi après-midi dans les bureaux de l'administration fiscale à Bercy. L'Est républicain nous affirmait que Moscovici se défend, mis en cause le ministre de l'économie, s'est expliqué fin décembre. Il ignorait l'existence d'un compte secret à l'étranger. Il affirme même n'avoir rien à se reprocher, nous apprenait le quotidien. Le journal de la capitale s'interrogeait également vendredi. Tous menteurs, le Parisien répond que non, Cahuzac et le grand Bernheim ne sont pas les cas isolés. Nous avons tous nos petits arrangements avec la vérité et l'histoire est truffée de mensonges, écrivait déjà le quotidien vendredi. En page 4, le Parisien constatait que les touristes sont la première cible des pickpockets. La fermeture du Louvre mercredi a mis un coup de projecteur sur ce fléau qui touche particulièrement les 29 millions de touristes en visite chaque année dans la capitale française, Paris, il faut le dire. Parlant de consommation, le quotidien français de l'économie, Les Échos, donnait les raisons d'une panne historique. Le journal écrivait « Si l'INSEE n'a mesuré pour février qu'un recul des 0,2% de la consommation des ménages, la crise est bien plus sensible pour bon nombre de secteurs d'activité. Quand les dépenses contraintes d'énergie, par exemple, augmentent, les ventes d'habillement, de meubles, de matériel, de bricolage, mais aussi d'électroménager ou de carburant baissent sensiblement depuis le début de l'année. Les Échos relevaient que le mois de janvier et de février n'ont pas été bons et mars contrastés selon les secteurs. Au global, les professionnels s'accordent pour constater un décrochage après une fin d'année 2012 pourtant déjà médiocre. Même dans l'alimentaire, le journal notait que les volumes d'achat commencent à fondre pour certains produits. Le journal de Bordeaux Rive Gauche Sud-Ouest nous apprenait que selon le sondage IFOP pour le journal, France Bleu et TV7, la Alain Juppé resterait maire de Bordeaux. Que la gauche se présente unie derrière Feltès ou divisée, Juppé est donné gagnant dès le premier tour. D'où la une du journal municipal, Juppé fait la course en tête. Le journal catholique La Croix nous disait vendredi que la Corée du Nord joue avec le feu en pointant 2 missiles vers le Japon et la Corée du Sud. Pyongyang, selon le quotidien, intensifie ses pressions et suscite l'inquiétude de la communauté internationale. Venezuela aux urnes, la révolution, lit-on à la une de l'Humanité. Le journal fondé par Jean Jaurès indiquait que l'élection présidentielle se déroule ce dimanche, 6 semaines après la mort d'Hugo Chavez. Nicolas Maduro, chef de l'État intérimaire,
par favori. Le quotidien de La Réunion et de l'océan Indien nous apprenait qu'à la petite île, le quart jaune s'est renversé et a fait 11 blessés. Au Luxembourg, le quotidien rapportait le revoir de François Biltgen. Le ministre CSV a annoncé jeudi soir son retrait de la vie politique active afin de briguer un mandat de juge à la Cour de justice de l'Union européenne. Il se dit décidé à réaliser son rêve. En Belgique, le quotidien Le Soir indiquait que le top belge d'ING est dans le viseur de Offshore Leaks. Le groupe néerlandais ING, dont plusieurs hauts cadres sont belges, a été particulièrement actif dans des paradis fiscaux, nous apprenait le quotidien. Le confrère relevait que l'ancien patron d'ING et actuel représentant de l'État belge dans BNP Paribas, Michel Tilmant, apparaît dans les montages offshore révélés par l'ICIJ. À ses côtés, plusieurs cadres d'ING, dont l'actuel président du CA d'ING Belgique. La Libre Belgique constatait, lui, que les autorités belges tentent non sans mal d'apporter des réponses à l'exode de jeunes vers le front syrien. Selon le patron de l'ECAM, André Van der Ren, qui prévient attention à ceux qui reviennent, ils sont un danger potentiel. En Suisse, la Tribune de Genève nous apprenait que les affaires Cahuzac et Offshore Leaks se monopolisent l'attention. Un avocat actif dans les affaires s'est confié à ce journal sans langue de bois, j'aide les clients à frauder le fisc. L'autre quotidien suisse 24 heures nous disait que Google s'intéresse à votre mort. Le géant du net lance une nouvelle fonction permettant aux utilisateurs de décider du sort de leurs données après leur mort. Un moyen aussi de faire le ménage sur ses serveurs et de collecter quelques infos personnelles. On termine avec le quotidien de Montréal, le métro, qui indiquait que les maires du Québec lancent un cri d'alarme selon le journal. L'Union des municipalités du Québec, en abrégé UMQ, a demandé jeudi au gouvernement d'intervenir sur les régimes de retraite de façon globale, tout en laissant aux villes une marge de manœuvre pour négocier localement. C'est-à-dire en tout cas dans les colonnes du quotidien de Montréal, le métro. Voilà, madame, monsieur, c'est ici que s'achève cette édition de votre magazine d'information Le Monde en 60 minutes. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Restez sur Afrique Média, l'information est en continu sur notre chaîne. Bon week-end à toutes et à tous, au revoir.